La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à tous, merci de nous accueillir pour ce rendez-vous économique, le TVR BPGO Business Club, l'économie décryptée par ceux qui la font depuis l'Atrium en public. C'est vrai que nous sommes très heureux de retrouver aussi ce rendez-vous à partager avec aussi énormément d'acteurs prestigieux qui sont parmi nous pour suivre ce rendez-vous. Nous allons vous présenter un personnage qui va vous raconter une véritable histoire. C'est l'histoire de CETI, mais c'est également le positionnement des entreprises à mission. On parlera de fonds de dotation dans un instant avec notre invité. Avant cela, permettez-moi de vous présenter les trois chroniqueurs. Maurice Bourrigaud, merci, directeur général de la BPGO. À vos côtés, bâtonnier Hélène Lodic-Baron, membre du Conseil national des barreaux. Et à vos côtés, merci à vous, Éric Chalambelval, président SAS La Feuille d'Érable. Je vous demande d'accueillir notre invité de ce TVR BPGO Business Club, Yann Rolland. Yann Rolland, merci d'avoir accepté cette invitation. On a plein de questions à vous poser. Vous êtes l'ancien président de CETI, compagnie des équipements techniques et industriels pour l'habitat. Vous avez œuvré énormément jusqu'au 30 juin dernier. À partir de ce moment-là, vous allez laisser et transmettre cette charge pour vous consacrer vraiment à d'autres défis. Car depuis cette date, vous êtes le président de Superbloom, un fonds de dotation familiale qui va être actionnaire à 35% de CETI dont les activités philanthropiques vont démarrer en 2022. Alors nous allons vraiment avec vous beaucoup de questions à vous poser parce que lorsque l'on est un acteur majeur de Loire-Atlantique, vous avez œuvré à la tête du MEDEF 44, vous avez eu toujours beaucoup de fonctions. À un moment se dire, voilà, j'ai inscrit, j'ai tracé la voie et puis je vais avoir un rôle différent. C'est quelque chose qu'on a envie d'expliquer à nos téléspectateurs. C'est quoi? C'est le cœur qui a parlé? Je crois que j'avais envie de vivre un nouveau projet. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez résumé un peu le parcours. C'est vrai qu'aujourd'hui, je démarre avec une feuille blanche. Sauf que c'est un projet familial, c'est quand même un projet entrepreneurial avec mon épouse et mes 3 enfants. Mais c'est quand même, il y avait toute une histoire déjà depuis un certain temps. L'entreprise s'est énormément développée, elle était devenue grosse. On a regardé à l'intérieur de la famille, il n'y avait pas d'enfants chez moi ça aurait été un cadeau empoisonné de transmettre l'entreprise à un de mes enfants. Et voilà, il a fallu transmettre l'entreprise. Et déjà, le premier élément, c'est que je ne me sentais pas vraiment propriétaire de ce patrimoine qui allait devenir un patrimoine financier en euros. Déjà, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, j'ai repris l'entreprise qui s'appelait Bellem en 1995. J'ai fait plusieurs LBO. Et très vite, j'ai eu une promesse verbale, mais que j'ai tenue tout le temps à mes salariés, que plus jamais l'entreprise serait subordonnée à la finance. Or là, si je vendais l'entreprise, c'était soit la finance, soit des industriels. On avait un excellent directeur général, déjà depuis 10 ans, donc il s'est porté candidat pour reprendre l'entreprise. Mais il fallait trouver un montage qui ne serait pas trop tendu au niveau dette senior et qui ne mettrait pas les financiers majoritaires. Donc l'apport par un fonds de dotation actionnaire permet justement d'avoir cette indépendance, parce qu'aujourd'hui l'actionnariat de CETI, c'est 35% le fonds de dotation, 33% les salariés à travers le dirigeant, les cadres de direction, mais un FCPE, et 32% auprès d'investisseurs financiers significatifs, importants, ambitieux, exigeants. Voilà, donc on a créé un vrai
un vrai équilibre avec des complémentarités dans la propriété. Et derrière ça, toujours avec l'esprit, on est RSE depuis plus de 15 ans, on est labellisé Lucie, mais effectivement, comme vous l'avez dit également, on est entreprise à mission depuis le 1er juillet. Donc tout ça forme un tout. Et pour répondre un peu mieux à votre question, moi je ne voulais pas continuer à être celui qui... je voulais pas être business angel, je voulais pas être conseil, je voulais ouvrir une nouvelle aventure. Ouais, voilà. Boris Bourrigaud. Oui, 1000 choses sur votre parcours, aussi de conseiller municipal, de créateur, co-créateur, des dirigeants responsables de l'Ouest, etc. Plein de choses. D'abord, SETI. SETI, c'est un savoir-faire très, très haute qualité pour l'habitat, portes et fenêtres. Racontez-nous un peu le produit, les produits, parce que vous êtes à un niveau d'excellence dans ce que vous faites. Je le sais, je suis un consommateur. mais d'abord ça, d'abord cette aventure humaine à recherche de l'excellence, par l'excellence du fonctionnement de l'entreprise, mais d'abord le produit. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour arriver à ce très haut niveau de qualité ? Quand j'ai repris en 95, l'entreprise avait 90 salariés, j'ai repris un homme qui était un menuisier à l'origine, qui avait bien développé l'entreprise, qui avait créé le nom, qui avait créé les réseaux commerciaux, qui avait commencé à initier les nouveaux produits, les nouveaux concepts industriels. Et effectivement, d'abord on a travaillé 5 ans ensemble après, ce qui est, paraît-il, assez rare. On s'est très très bien entendu entre le cédant et le repreneur. Et en fait, j'ai découvert que j'avais plusieurs chances et que j'ai constaté après que j'étais devant un boulevard, c'est-à-dire que les portes d'entrée autrefois étaient faites par les menuisiers, et là il y avait une possibilité pour des industriels qui développaient ce savoir-faire sur mesure, puisque en fait dans nos usines on ne fabrique pas de produits en quantité identique, tout est à la contre-marque comme on dit, et donc c'est là parmi les savoir-faire dont vous parlez, ça c'en est un, savoir fabriquer à la contre-marque des produits. On fabrique 100 000 portes par an dans 3 usines, 2 à Machecoul, une pour la porte d'entrée en bois, une pour les portes d'entrée en alu, et à Roanne pour les portes d'entrée en acier. Et effectivement, on a par exemple également très vite décidé que le SAV chez nous, c'était pas quelque chose qu'il fallait traiter comme ça se faisait un peu autrefois, en laissant passer ou en évitant de répondre, etc. Au contraire, on a mis ça comme une action commerciale très forte, ce qui a tiré la qualité vers le haut. Et puis cette philosophie de l'innovation, ça a toujours été, c'était déjà un peu avant que je reprenne l'entreprise, mais on a toujours mis l'innovation en priorité. On était cadencé par le salon Batimat qui est tous les 2 ans, et nous on s'obligeait à apporter des nouveaux produits. Comme on fait des concept cars dans l'automobile, nous on a fait des concepts d'or par exemple. J'étais président de l'école de design à Nantes, et j'ai embauché le premier designer dans l'entreprise. Et puis l'autre chance aussi que j'ai eue, c'est que la porte d'entrée est un produit assez affectif, c'est-à-dire que on aime tous notre produit, que ce soit dans toute l'organisation de l'entreprise. Dès qu'on parle de porte, quelle que soit la responsabilité qu'on a dans l'entreprise, dans les usines, dans les bureaux, les commerciaux, on a une affection forte pour notre produit. On aime notre produit. Et vous parlez de l'exigence de qualité, comme si, oui, c'est des produits haut de gamme, mais on a toujours eu à cœur que c'était vraiment une démarche marketing qu'il fallait que nos produits plaisent à 98% des Français, des consommateurs. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire des produits élitistes, il fallait faire des produits accessibles à tous et qui répondent à l'esthétisme, j'en ai un petit peu parlé à travers le designer, mais surtout effectivement aux notions techniques, puisqu'une porte c'est fait pour isoler, pour protéger contre les effractions. Et là, on a connu des avancées, des progrès au fil des années assez importants, au point on a un labo, etc. Et effectivement, j'en profite pour le dire, on est le numéro 1 avec plus de 30% de part de marché sur les portes d'entrée. On peut donner le nom de la marque ? Bellem. Pourquoi Bellem ? Bellem veut dire belle menuiserie. Voilà. Et c'est un clin d'œil au bateau qui est souvent mouillé dans le port de Nantes. C'est un clin d'œil aussi au port au Brésil. Voilà. Et puis accessoirement à la tour au Portugal, à Lisbonne. À Lisbonne. Maître Hélène Ledic-Baron. Beaucoup d'entreprises modifient leur statut aujourd'hui pour y insérer une raison d'être. SETI est une entreprise à mission depuis juillet, vous l'avez indiqué. Je suis consommateur dans ma démarche. Qu'est-ce que ça change de s'adresser à une entreprise à mission? On sait ce que ça change pour l'entreprise elle-même, mais en tant que consommateur, pourquoi j'irais plus vers une entreprise à mission? Quel est l'intérêt? Alors,
Le sujet, c'est que c'est pas connu. Donc nous, on l'explique quand même sur notre site internet, mais ce que ça change, pour celui qui prend le temps de comprendre ce que c'est qu'une entreprise à mission, c'est que si on ne tient pas nos engagements de notre raison d'être et des objectifs qu'on a fixés dans nos statuts, on va perdre ce statut d'entreprise à mission, ce qui serait vraiment une contre-démarche très, très négative. Au-delà de ça, il faut rester lucide sur le fait que le consommateur va plutôt s'intéresser à un produit fabriqué par une entreprise à mission si vraiment c'est pas plus cher et si vraiment après il y a les arguments. Si, on peut être 2-3% plus cher, mais sinon après ça tient plus. Mais ça on le sait depuis longtemps, quand on communiquait sur notre démarche RSE, ce qui était déjà un engagement. Mais là, le fait d'être entreprise à mission, voilà, fait qu'il ne faut pas qu'on soit plus cher. Donc ça, je le dis en même temps, ça peut rassurer les consommateurs. C'est-à-dire qu'on ne se sert pas d'être entreprise à mission pour en faire un marketing et en faire une attractivité commerciale. Par contre, il y a un vrai rayonnement, c'est un petit peu à côté de votre question, mais il y a un vrai rayonnement en termes de recrutement. C'est vrai nous on voit bien qu'on est assez attractif. On est donc à Machecoul, à 40 km au sud de Nantes. C'est une petite ville, pas toujours facile d'accès. Et malgré tout, on n'a pas vraiment de problème de recrutement, même dans les professions un peu plus pointues, comme maintenant les développeurs, par exemple, pour le numérique, et puis les ingénieurs, parce que l'entreprise est attractive avec les valeurs qu'elle défend de la RSE. Éric Chalon-Belval. Oui, Yann, on va parler fonds de dotation. En Bretagne, on a un joli fonds de dotation qui s'appelle IAO, qui est là pour aider l'entrepreneuriat des jeunes, qui avait été initié par un grand dirigeant qui est Mario Piromali. Et vous êtes la première ETI quasi en France à créer ce fonds de dotation familiale philanthropique. Et la question que je me posais, c'est qu'est-ce qu'un jeune retraité, parce que je crois que vous avez 67 ans, qui vient de décider de confier l'avenir de son bébé entreprise à la fois à ses salariés et à son DG, qu'est-ce qu'il fait de ses journées avec son fonds philanthropique? Et je crois que ça vous engage à un certain nombre d'actions, y compris de voyages. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre travail de président du fonds de dotation philanthropique? Si vous permettez, avant, je vais peut-être expliquer ma motivation. Moi, depuis longtemps, je suis convaincu que l'entreprise est source d'exclusion. L'entreprise doit être performante. Et donc, les plus fragiles sont exclus. Nous-mêmes, les dirigeants, on se sépare de collaborateurs qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'on leur a demandé de faire. Mais même au-delà de ça, j'ai pris conscience qu'il n'y avait même pas tellement besoin que le dirigeant intervienne pour que la personne se sente mal, ne se sente pas à sa place. Et je pense qu'on est... Voilà, c'est un vrai problème parce que dans cette mondialisation dans laquelle on vit, il est hors de question de faire du social qui mettrait en cause la performance de l'entreprise. Et donc, je pense que nous, les chefs d'entreprise, on a la chance d'avoir des réseaux, on a la chance d'avoir de l'argent, on a la chance de comprendre où sont les lieux de pouvoir, on a la chance de comprendre les organisations. Et ça fait déjà quelque temps que je me dis que c'est intéressant aussi que si on peut, en tant que représentant de la société civile, avoir cette contribution plutôt que d'attendre tout de l'État ou des collectivités et de contribuer à l'intérêt général, au bien commun. Alors, à partir de là, comment va se passer Je ne sais pas très bien, la feuille est blanche, mais on va recruter quelqu'un parce qu'on ne veut pas, et puis je ne m'en sens pas tellement capable, moi je déléguais beaucoup dans mon entreprise, je ne me sens pas capable de gérer le quotidien, l'administratif. On va recruter quelqu'un qui va gérer le fonds de dotation, qui va gérer l'analyse des dossiers qui nous seront proposés, et avec mon épouse et mes enfants, on va faire les arbitrages en allant sur le terrain, rencontrer. On a commencé, on se fait coacher pour faire cet apprentissage. On a commencé à rencontrer des présidents ou des présidentes d'associations. Et là où je suis très positif pour l'avenir, c'est qu'on va rencontrer, je suis sûr qu'on va rencontrer des belles personnes, des personnes de l'ombre qu'on voit malheureusement pas assez dans les médias, mais qui font des choses extraordinaires pour les gens en difficulté. Et donc ça va nous occuper. Je ne sais pas si ça va m'occuper un peu ou beaucoup. Il y a un autre aspect qui est important pour moi, c'est la transmission. On en parlait tout à l'heure. Je n'ai pas transmis l'entreprise à mes enfants. Alors ceci dit, le fonds de dotation est actionnaire, donc
aussi dans le temps que ça prendra. Je ne serai pas dans la gouvernance, je n'ai pas voulu être dans la gouvernance stratégique parce que je veux laisser à mon successeur, il m'a supporté pendant 10 ans, ça s'est très bien passé, mais là il faut vraiment qu'il puisse avoir le champ libre. Et donc on se verra régulièrement, on fera le point, et puis si jamais il y avait des gros pépins, le fonds de dotation étant le premier actionnaire, je serai concerné. Et puis sinon, pour moi, la grosse mission, c'est de transmettre le fonds de dotation sur le côté philanthropique aussi à mes enfants. J'espère que d'ici 5 à 10 ans, ce sera eux qui prendront la main. Pour l'instant, c'est plutôt moi qui pilote, mais on le fait ensemble, on le construit ensemble. Ce qui n'est pas simple non plus de le faire avec les enfants. Yann Rolland, vous avez parlé de cette entreprise qui, des fois, peut exclure. On parle beaucoup de l'entreprise inclusive. Vous avez un regard, bien évidemment, bienveillant sur cette démarche aujourd'hui au cœur des sociétés ? Oui, on n'a pas été obligatoirement... alors on a bien sûr respecté les 6% de contribution de la masse salariale pour le handicap. On a été mécène d'une organisation à Nantes qui s'appelle Toi à moi. J'ai beaucoup aidé à développer cette association pour les sans-abri. Là, je suis très engagé auprès de Clubhouse, qui est une association qui aide les personnes qui ont des troubles psychiques. En même temps, moi, contrairement à certains collègues chefs d'entreprise, j'ai toujours eu un peu de pudeur à ne pas imposer aux collaborateurs ces notions de générosité qui peuvent venir de ma part. Je pense qu'il faut que chacun puisse avoir sa liberté d'être ou pas en action. Ceci dit, dans cette association Toi à moi sur les SDF, on a beaucoup aidé à des formations, comment poser les fenêtres, comment poser les portes. Voilà. Et puis, le fait d'avoir développé ces valeurs RSE, ce qui est sûr, c'est qu'on a un ADN dans l'entreprise de bienveillance. Moi, parfois, il y a des collaborateurs qui m'ont dit « mais tu sais, un tel, il était paumé, il se droguait, etc. » On est allé le chercher le matin pour qu'il vienne au boulot tous les jours. J'ai dit « ah bon, vous avez fait ça ?» Donc ce que je veux dire, c'est que ça génère des initiatives, ça ne vient pas d'en haut obligatoirement, hein. C'est ça qui est important. Vraiment une dynamique aussi très, très personnelle. Maurice ? Oui, un petit mot, pour un petit clin d'œil à François Guérin, pour lui adresser tous nos vœux de réussite, pour amplifier encore en termes d'innovation, en termes de développement et en termes de réussite, puisque ça servira, ce fonds de dotation qui a une vocation à ne pas vous enrichir, ni vous, ni votre famille, mais bien d'être utile à la société. Vous avez toujours été utile à la société. Cet engagement au crédit municipal, au conseil municipal de Nantes, cet engagement très récent pour Clubhouse, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Peut-être vous pouvez nous éclairer un peu plus sur Clubhouse, cette initiative que je trouve remarquable, très utile, très très concrète et très très utile dans un segment de difficultés très particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et puis vous, comment vous vous situez par rapport à ça? Parce que ce n'est pas que de la générosité. Alors, Clubhouse, c'est une initiative qui vient d'Amérique du Nord, de Manhattan plus exactement, à l'après-guerre. Ce sont des familles qui se sont réunies parce qu'elles avaient dans leur famille des jeunes qui avaient des troubles psychiques, donc dépression, bipolarité ou schizophrénie. Et puis ça s'est tellement développé qu'aujourd'hui, il y a 350 Clubhouse. Le mot n'est pas très beau, mais il vient de nos amis américains. 350 dans le monde, et il y en avait 3 en France, Paris il y a 10 ans, Bordeaux et Lyon il y a 4 ans. Et effectivement, j'ai contribué à ouvrir Nantes il y a un peu moins d'un an maintenant. Le principe, c'est de dire que ces personnes fragiles sont suivies sur un plan médical, souvent par un psychiatre, voire ils sont hospitalisés. Mais il y a un moment, il faut préparer un sas pour qu'elles reprennent confiance en elles et réintègrent la vie. Et si possible, retrouvent un travail. Donc en fait, Clubhouse, c'est un sas. C'est un lieu physique, bien équipé, ouvert de 9h à 18h, dans lequel elles viennent pour gérer ensemble ce lieu dans un esprit de co-gestion. C'est pas un lieu occupationnel, c'est pas un lieu où on a des activités de loisirs, c'est un lieu où on travaille ensemble pour organiser la journée, les déjeuners, préparer éventuellement ses CV, se former un peu à l'informatique, etc. Et ce lieu doit être situé en plein cœur de ville, parce que le deuxième objectif, c'est de déstigmatiser ces fragilités. L'idée, c'est de dire que ces personnes qui ont ces fragilités, de toute façon, il faut qu'elles
retrouvent, il faut qu'elles aient leur place, il ne faut pas qu'elles soient exclues, mais elles ont aussi, il faut savoir qu'elles ont des qualités supérieures aux autres de combativité et de créativité. Parce que quand on est en souffrance au quotidien, la vie est un combat quotidien et elles ont d'autres qualités. Mais elles doivent avoir un accompagnement. Ces lieux ne sont pas médicalisés. Voilà. Hélène. Vous avez une vie tournée vers les autres et au service des autres. Vous avez occupé des mandats professionnels. Aujourd'hui, on remarque une crise des vocations, notamment dans le cadre des mandats professionnels que les uns et les autres peuvent briguer. Qu'est-ce que ça vous a apporté sur le plan professionnel, et à celles et ceux qui se disent « ma journée est déjà trop courte, je n'ai pas le temps de m'engager en plus de mon activité professionnelle », qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors, c'est délicat, je ne veux pas être donneur de leçons et je ne veux pas donner l'impression de dire. Je pense que être dans des instances démocratiques comme les conseils municipaux, qui sont des lieux, enfin comme à Nantes, où c'est vraiment très dur, moi j'étais dans l'opposition, c'est impitoyable, mais que ce soit aussi dans les associations, je pense que ça apporte ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Et je pense que il y a plusieurs façons de manager, mais je pense que avoir de la générosité dans son management, c'est pas une faiblesse. C'est-à-dire que prendre en compte la spécificité et les fragilités, parce qu'en fait on est tous fragiles, en fait, faut partir de là, on est tous fragiles et on se protège tous, on se crée tous une carapace, on se présente avec son CV, ses diplômes, etc., mais on ne dit pas toutes les fragilités qu'on a derrière. Alors on l'est plus ou moins, mais le fait d'avoir de l'empathie, de la bienveillance, d'écouter, moi je suis trouvé que dans mon entreprise ça a créé une formidable dynamique. On n'a jamais eu de conflits sociaux, on est 1300, on n'a pas eu de syndicat, enfin on en a eu 2, mais très gentil, enfin, ça s'est très bien passé, un CFDT, un FO dans une autre usine, mais ça s'est toujours bien passé, parce que la confiance était là. Et je ne parle pas de la générosité béni oui-oui, là. Je parle simplement de prendre en considération la dignité de l'autre. Voilà. Une dernière question, il nous reste 2 minutes 30, questions et réponses rapides. Éric. Oui, Yann, je suis admiratif de ce que vous nous racontez, mais on en parlera après l'émission, parce que vous êtes très emblématique de, je pense, que ce que vont porter les entrepreneurs demain. Vous avez créé DRO, dirigeant responsable de l'Ouest, en 2010, avec d'autres entrepreneurs, comme le PDG d'Armor, Hubert de Boisredon. Et en même temps, vous étiez président du MEDEF territorial. Vous n'êtes pas un peu schizo et est-ce qu'on vous le renvoyait, cette critique-là? Comment vous répondiez à des gens qui vous disent on ne peut pas à la fois défendre l'entreprise et la responsabilité sociétale? Ouais, j'ai essayé de faire les deux. En fait, alors justement, je parlais de fragilité et nul n'est parfait. J'ai un peu craqué à la fin. Et en plus, j'avais des enfants ça se passait pas toujours facilement sur le plan scolarité. Donc c'était un peu lourd, voilà, pour dire les choses. Le MEDEF, on est venu me chercher. J'étais plutôt critique à l'égard du MEDEF. Et après réflexion, je me suis dit, arrête de critiquer et vas-y. Donc j'y suis allé, j'ai changé des choses, j'ai féminisé, j'ai rajeuni, j'ai changé les méthodes de travail et ça m'a pas valu que des amis. J'ai trouvé ça dur, j'ai trouvé ça très dur. DRO, c'était en parallèle, mais c'était génial parce que ça nous rajeunissait un peu. Moi, je suis issu du CJD, donc il y a une forme d'utopie. Mais la greffe a prise. Puis c'est génial quand vous avez des copains chefs d'entreprise. Lui, il a une grosse boîte, 500 personnes, il veut venir à DRO, puis il vous explique qu'il croit à ces idées-là. Et on voit la grappe qui prend. Donc on a eu BPA, qui est devenu BPGO comme membre. On a eu également des confrères que je ne citerai pas ici, mais qui ont une place très importante, et d'autres collègues industriels. Et ça, c'est le genre de start-up qui se porte toute seule, quoi, un peu. Voilà. Donc j'ai fait le mandat de président créateur, et puis après, très vite, j'ai passé la main à François Guérin, donc le directeur général, qui est devenu président de ma boîte. Je vous confirme que vous avez fait des petits, parce qu'on a créé un DRO Bretagne qui marche très très bien, qui est présidé par Gilles Bocabeille. Oui, on va essaimer, donc on a essaimé également en Anjou, on est en train d'essaimer en Vendée, ce qui n'est pas évident en Vendée, parce qu'ils veulent toujours faire différemment des autres, ils sont très, très efficaces et très compétents, mais voilà. C'est parti sur l'Aquitaine aussi, et c'est parti sur le Finistère également. Un grand merci en tout cas de nous avoir fait partager votre expérience, Yann Rolland. On
envie de dire un peu seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Exactement. Merci de cette conclusion, je la partage tout à fait. Bravo. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Yann Rolland, merci en tout cas, longue vie en tout cas à SETI et également à votre fonds de dotation familiale. On était très très heureux de vous accueillir pour ce TVR BPGO Business Club, l'économie décryptée par ceux qui la font. Excellente soirée sur TVR. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.